tuku neami caro ni la gioion festas nur nek rivero nek montaro pluran limoi estas nur. On va commencer à l'heure sans attendre les retardataires, car hélas, je ne pourrai pas rester parmi vous, hélas pour moi, parmi vous, puisque je dois à la fois préparer un rapport pour demain en commission et par ailleurs partir à la gare de Lyon ensuite. Donc, je voulais vous dire tout le plaisir que j'ai de pouvoir accueillir aujourd'hui non seulement M. Robert Philipson pour son livre La domination de l'anglais à défi pour l'Europe, ainsi que celui qui a fait la préface, qui est M. François Grain, qui est à ma droite, et son éditeur, Jean-Paul Bariolade, des éditions Libre et Solidaire. Donc ils vont prendre la parole après moi, d'abord M. Grain, puis, c'est bien Grain, oui, M. Grain et M. Bariolade, et évidemment M. Philipson aura tout le temps de vous expliquer sa pensée, ce qui est dans cet ouvrage, et d'échanger avec vous. Je voudrais vous remercier le Sénat de nous accueillir et l'équipe parlementaire qui m'accompagne, en particulier Arnaud de Morny, qui a mis beaucoup du sien pour que tout ça puisse être organisé de manière correcte. Alors, le sujet qui est traité aujourd'hui est un sujet éminemment important. Et je pense que les Français y sont très attachés, mais avec un sentiment d'impuissance, en se disant, oh, bah, attendez, ça commence bien, avec un sentiment d'impuissance, en croyant, un peu comme c'est une inéluctable, la domination économique des États-Unis d'Amérique devrait avoir comme corollaire la domination culturelle de l'anglais. Et l'avantage de cet ouvrage est aussi de montrer que tout ça ne tombe pas du ciel, que ce n'est pas une évidence naturelle, que ça correspond à un certain nombre de choix qui ont été faits et que quelque part, ce n'est pas irréversible. En revanche, évidemment, si rien n'est fait, si personne ne réagit, s'il n'y a pas d'une autre façon d'aborder la question des langues, évidemment, la domination risque de se poursuivre assez durablement. Donc, moi, je voulais vous dire que je ne suis évidemment pas une spécialiste de ce sujet, mais j'ai été confrontée, et en particulier en Europe, à la lente détérioration du pluralisme linguistique dans les institutions européennes et la domination de l'anglais. J'ai été député européen pour la première fois en 1984. Et à l'époque, tous les textes qui étaient, avant d'être votés ou en commission, étaient publiés au moins dans les 5 langues de base de l'Union. Et il ne nous serait jamais venu à l'idée de délibérer dans une commission si, par exemple, nous n'avions pas le texte en français. Et ça ne nous venait jamais à l'idée. J'ai fait partie des quelques résistants qui, quand j'ai observé que petit à petit, on n'avait que le texte en anglais et il fallait délibérer en commission sur la base d'un texte qui n'était pas traduit. J'avais l'air d'être la vieille réac nationaliste. J'étais considérée comme assez pro-européenne, donc c'était pas trop... Mais c'était quelque part une bataille d'arrière-garde que même les Français ne menaient pas, car moi, systématiquement, je demandais le report du dossier en disant que conformément aux règles européennes, comme on n'a pas les langues, la diversité des langues, je ne voulais pas examiner, et je me faisais régulièrement bananer dans les votes, parce que c'est toujours une urgence plus grande que celle de défendre notre langue, ou d'autres langues d'ailleurs, dans l'Union. C'est vrai que j'ai vu la détérioration s'opérer, en particulier avec l'arrivée des nouveaux entrants, alors nordiques d'abord, puis de l'Est de l'Europe, qui, paradoxe des paradoxes, pensaient que la modernité et l'acceptation de la démocratie et du libéral des libertés imposaient qu'on parle anglais et montrer qu'on n'était pas... Au point que les traducteurs, tellement leur anglais est parce qu'on ne parle pas anglais, on parle basic English, machin, c'est un truc volapuc européen, c'était tellement mal prononcé que les traducteurs eux-mêmes demandaient, moi j'ai été présidente du Parlement européen pendant un moment, de me demander de rectifier auprès de l'honorable parlementaire en lui disant que ce serait mieux qu'il parle dans sa langue maternelle, tout ça parce que les traducteurs ne comprenaient rien
à ce qui était dit et pour une traduction facile. Donc, avec beaucoup de pincettes, chers collègues, ce serait mieux que vous parliez dans votre langue, etc. Et j'avais presque l'air de les agresser. C'est vrai que ça tendait à dire qu'ils ne parlaient pas bien anglais, moi non plus, mais enfin moi j'ai un accent, comme disent les Anglais, le Delors accent, c'est-à-dire l'accent de Jacques Delors, qui est manifestement une référence pour l'anglais au Parlement européen, etc. Alors ça a été ce que j'ai vu, et qui était quelque part une espèce d'abdication culturelle, hein, parce que rien n'empêchait dans les institutions, il n'y avait pas de blocage en soi, hein, puisqu'on pouvait être traduit dans d'autres langues, etc. Puis au fond, c'est devenu comme une sorte d'acceptation de la domination, de la mondialisation, de la modernité, etc. La deuxième chose qui m'a frappée, c'est que bien que par exemple l'espagnol soit une langue qui aux États-Unis est presque majoritaire maintenant, en tout cas en nombre d'habitants qui parlent espagnol, c'est pas simplement parce que c'est le plus grand pays, etc., c'est que ça colle à une domination économique et sociale. Hein, parce que, après tout, alors il y a des régions des États-Unis, des États où il y a le bilinguisme, mais enfin, il y a la langue des dominants et les autres, quoi, la langue d'usage. Bon, ça, je pense que c'est quand même quelque chose qui doit nous faire réfléchir, parce qu'au sein même des grandes multinationales françaises, ils parlent anglais en France. Bon, encore s'ils ont une réunion, je sais pas moi, quelque part ailleurs en France. Mais il y a les conseils d'administration, mais même, c'est ça, les réunions de direction, comme ils disent, le board, les directions parlent anglais entre eux, alors qu'ils sont en France, et parfois il y a 78% de Français. Hein. Et donc, entre Français, ils parlent anglais, quoi. Ça devient extrêmement alarmant. Alors, je ne sais pas comment on peut inverser la donne. Évidemment, il ne s'agit pas de fixer sur l'anglais, vous le dites très bien, en fait, si on parlait tous chinois, ce serait de la même chose. Enfin, je veux dire, c'est pas l'anglais en tant que tel, c'est en ce que ça représente de la mort, de la diversification des langues, et par ailleurs, de la domination des uns sur les autres. Je voudrais terminer sur une chose, c'est que je crois que l'homogénéité des langues imposées autour de l'anglais contribue à éloigner les peuples de l'Union européenne. Parce que vous avez des débats, d'ailleurs, tout le débat c'est peuple et langue. Est-ce qu'il peut y avoir un peuple avec plusieurs langues, hein? Nous, en France, on a quand même le peuple français parle français. Bon, après, il y a tous les débats historiques sur les langues régionales, etc. Mais bon, certains vous disent c'est pas possible de faire l'Europe à partir du moment où on n'a pas une langue commune. Alors, il y a eu les grands débats sur l'espéranto. Moi, au début, je me suis dit pourquoi pas. Puis franchement, une langue, ça ne naît pas de n'importe où, quoi. Enfin, je veux dire, ça naît d'une évolution de l'histoire, de la volonté de la constituer, d'élargir, de la transformer. Donc bref, j'ai l'intime conviction que quelque part le fait que l'anglais devienne la langue dominante et la langue des dominants en Europe constitue un des signes de la domination d'une élite sur les peuples et de la crise identitaire qui quelque part s'exprime par divers moyens aujourd'hui en Europe. Donc la question des langues ne pourra pas ne pas être posée. Et en tout cas, le maintien du système tel qu'il s'est petit à petit forgé, à mon avis, est en bout de course et va être rejeté. Donc, il faut réhabiliter la nécessité des langues régionales. Alors, quand j'étais jeune députée, on me disait, vous inquiétez pas, parce qu'avec la traduction simultanée, c'est pas grave qu'on ait plusieurs langues en Europe. Parce qu'il y aura un minimum de traduction simultanée avec l'intelligence artificielle, et donc on pourra au moins se comprendre, ce qui d'ailleurs n'est pas plus faux, parce que notre maîtrise de l'anglais est souvent assez comparable à ce que serait une traduction simultanée dans une autre langue, parce que l'autre inconvénient de ça, c'est le manque de nuances. Quand il faut avoir une maîtrise optimale d'une langue, pour pouvoir retranscrire avec les mêmes nuances. Et alors, d'ailleurs, ça fait sourire, je vais terminer,
c'est parfois assez révélateur des différences culturelles. Par exemple, j'ai négocié la directive cadre sur l'eau avec mes collègues. Donc, comme j'étais française, j'ai imposé que le texte de référence soit le français. D'abord, normalement, historiquement, le texte de référence est celui du rapporteur au Parlement européen. Et parfois, on met, parce qu'on a un doute juridique, on met une formule dans une autre langue. Et souvent, comme le français était une langue juridique historique, souvent, quand c'est un anglais ou un allemand qui fait un texte, ils mettent in French ou en français, Frankreich, französisch, ils mettent entre guillemets le terme français, parce que juridiquement, il est considéré comme étant plus clair. Bon. C'est de moins en moins vrai, et alors vous avez beaucoup d'ambiguïté à travers les traductions. Par exemple, quand j'ai traduit la directive 4, c'est « les États membres doivent ». Alors, nous, en français, on aime bien mettre « doivent » et on ne met pas tellement en droit beaucoup d'adjectifs et d'adverbes. On ne dit pas « doivent » impérativement, « doivent », vous voyez, on dit « doivent ». Et dans cette ambiguïté du doivent, il y a toute l'ambiguïté juridique de quelle est l'ampleur de la contrainte que les États membres se mettent. Et là, pour le coup, les Anglais, shall, aims to achieve, must, etc., vous avez toute une nuance de verbes qui sont beaucoup plus contraignants ou moins contraignants et qui, en français, étaient dans cette espèce de nébuleuse juridique qu'on aime bien garder pour pouvoir l'adapter au réel selon les circonstances, qui est le doit. Et si vous ne faites pas attention à la manière dont c'est stricto sensu traduit, vous voyez bien que vous vous retrouvez avec des choses qui n'ont pas du tout la même valeur juridique. Et la plupart du temps, il faut donc bien maîtriser une partie des traductions, et les juristes ne vous le signalent pas. Donc ça, c'est en plus, c'est le fait qu'il y ait une langue dominante finit par habituer, et ça nous amène à des différences culturelles majeures. Un Français pense que quand on doit, mais on doit pouvoir s'adapter au devoir. Quand un Anglais dit shall ou must, il dit que c'est impératif sans, si je puis dire, sans adaptation. C'est comme ça. Et donc cette idée, donc nous on dit toujours on a des trucs contraignants, mais en fait elles sont moins contraignantes que ce que les Anglais expriment. Parce que nous c'est contraignant parce qu'on dit doit, mais c'est contraignant selon. Tandis que eux, quand c'est contraignant, et donc du coup ils ne veulent pas des directives contraignantes. Parce qu'ils disent non, si vous dites doivent, faut vraiment le faire. Et donc on arrive aussi à des incompréhensions, et la langue doit permettre quand même de s'expliquer clairement sur les éventuels désaccords qui peuvent avoir lieu. De toute façon, ce rapport à l'autorité et à l'obligation est très intrinsèque au peuple. Vous savez qu'il y a des études qui ont montré que quand on met quelqu'un dans une race campagne avec un stop, le conducteur français ralentit, regarde s'il voit vraiment rien, il ne marque pas le stop. Parce qu'il dit, je suis quand même pas con, je ne vais pas m'arrêter, il n'y a personne. Tandis que l'anglais, il ne réfléchit pas. Enfin, c'est pas qu'il ne réfléchit pas, ça ne lui vient pas à l'idée que si c'est pas écrit stop, il ne faut pas marquer le stop. Bon, je prends l'anglais parce qu'évidemment, la caricature est que l'allemand est plus discipliné, ce qui par ailleurs n'est pas faux non plus dans les études sur les stops. Donc c'est par rapport, je vous dis, à la nuance que les langues expriment dans le rapport que les gens ont à la loi et à l'action qui va être menée. Tout est beaucoup en subtilité, tout est beaucoup en vision des comportements. Et si la langue unique tue cette capacité à exprimer ces différences d'approche, eh ben, elle rend l'action politique tellement éloignée des peuples qu'elle finit par ne plus être pertinente et acceptée. Voilà, donc bravo pour cet ouvrage qui nous amène à réfléchir au fait de la situation, de comment la changer. Puisque quelqu'un m'a parlé de la francophonie, vous avouerez que je n'arrive toujours pas à me remettre du fait qu'on ait choisi pour présider la francophonie une femme anglophone de l'Afrique anglophone. Là, je dois dire, les bras m'en tombent, ça me révolte. Voilà. Mais ça n'a pas l'air de bon, il a fait 3-4 articles dans les journaux, évoque la galère. En plus, si vraiment c'était un pays qui était accroché à des liens avec la France économique, on dirait bon, à l'économie, même pas. Donc là, vraiment, l'abdication a atteint son sommet.
Mais je ne veux pas vous décourager et je vais donner la parole à M. François Grave. Monsieur. On va commencer par l'éditeur, M. Bariola. Merci. Alors, la première fois qu'on m'a amené ce projet, j'étais très content parce que j'avais deux motivations. La première, qui n'est pas très avouable, c'est que pendant mon lycée, j'étais un cancre en anglais. Donc je me suis dit, je vais enfin me venger en publiant un livre qui va dénoncer un peu la domination de l'anglais. Et la deuxième, je ne sais pas si vous avez vu le titre des éditions, c'est Libre et solitaire. La deuxième était un peu plus sérieuse, c'est-à-dire que je pense que la protection de la langue, c'est exactement comme la protection de la biodiversité. C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, on a besoin de toutes les langues qui ont été et qui transportent une idée précise, qui transportent une civilisation précise. Et pour moi, c'était important, justement, de pouvoir faire en sorte qu'on garde ces langues-là. Alors, évidemment, comme a dit Mme Lehmann, c'est vrai que la domination de l'anglais transporte, elle, cet anglais-là, en tout cas, une relation économique très précise qui est celle de la mondialisation, qui n'est pas ma tasse de thé, je pense que vous l'aurez compris. Et puis, elle nous envahit petit à petit. Vous ne pouvez pas prendre un bus sans voir une pub en anglais pour un produit français, etc. Et pour moi, c'est très dommageable. D'autant plus que le Brexit veut faire en sorte que maintenant, les deux seuls pays dont la langue officielle est en anglais et encore ils ont deux langues, c'est Malte et l'Irlande, et que depuis, tous les autres pays ont leur langue propre. Alors, je conclurai en disant qu'il faut se méfier, parce que, en fait, et je pense que les Anglais ont à se méfier, enfin, les Anglais, ceux qui ont, plutôt les Américains, parce que c'est que lorsque le latin est devenu une langue universelle, c'est devenu une langue morte. Et ça, il faut bien s'en rappeler. C'est de l'Église, c'est même pas le latin. Bon, donc bravo, monsieur. Merci madame. Mesdames et messieurs, chers amis, c'est un plaisir pour moi d'être là, d'autant plus que je craignais de ne pas pouvoir être là. Et en fait, voilà, les circonstances me permettent de vous dire que je suis extrêmement heureux et aussi extrêmement honoré d'avoir reçu cette invitation à préfacer la traduction française de l'ouvrage de Robert Phillipson. Et j'ai réfléchi un petit peu au fait que Robert est un des collègues mentors que je connais depuis le plus longtemps, puisque ça va bientôt faire, dans un mois, ça fera 30 ans qu'on se connaît. On a fait connaissance dans une conférence aux Pays-Bas, on s'est revus après dans d'autres conférences, notamment une mémorable en Estonie, avant l'indépendance de l'Estonie, à l'époque où l'Estonie réaffirmait sa personnalité, son autonomie linguistique avec une loi linguistique, la Kede Seadus, comme on l'appelait à l'époque, qui a donc précédé le retour à l'indépendance. Alors, ça a toujours été un grand plaisir. C'est un grand plaisir pour moi, effectivement, de recevoir cette invitation et d'accepter l'invitation d'écrire cette préface. Et naturellement aussi parce que, comme l'ont dit les deux préopinants, c'est un sujet véritablement important. Et j'en ai toutes sortes d'exemples, et sans avoir les années d'expérience de Madame Linemann, parce qu'en 84, non, j'étais tout juste étudiant. Oh, ça fait dire que je suis vieille. Non, c'est au contraire mettre en évidence une expérience extraordinairement riche. Ça ne me trouve pas. Et justement, la mienne converge à maints égards avec ça. J'aimerais juste vous raconter une anecdote qui est liée à un projet européen. Bon, j'ai eu l'occasion d'être impliqué dans différents projets européens et tout récemment d'assurer la coordination d'un projet pour la Commission européenne dans le cadre du 7e programme cadre vient de terminer. Et nous avons demandé à la Commission, écoutez, on va rendre des rapports sur le multilinguisme. Nous représentons 25 équipes réparties dans 16 pays européens. Bon, bien évidemment, on ne va pas employer qu'une seule langue, n'est-ce pas? Et ils nous ont dit, non, vous allez faire vos rapports en anglais. Vous pouvez le faire dans une autre langue si vous voulez. Je dis, mais attendez, on a pu dire, vous avez de l'argent pour traduire? Ah non, rien de tout, vous débrouillez avec le budget, et puis ça doit être en anglais. Alors on a demandé, elle est où la base légale? On dit, non, il n'y a pas de base légale. Mais vous allez le faire en anglais quand même. Ou bien alors vous perdez l'argent.
alors on a décidé qu'on n'était pas de la chair à canon et que là on a parlé en plus haut lieu en disant à des représentants d'États membres qu'ils devraient protester, ils devraient rappeler la Commission à l'ordre. Bon, moi, c'est facile à dire pour moi, ressortissant d'un pays qui n'est pas un État membre. Néanmoins, nous avons tenté de faire passer le message. J'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup de travail à faire dans cette direction-là. Nous avons donc rendu nos rapports en anglais tout en thématisant explicitement le fait qu'il y a un véritable problème, vu que l'Union européenne, enfin la Commission européenne en l'occurrence, agit et inflige des contraintes à des États membres, enfin des ressortissants d'États membres dans leur action et dans leur rapport avec la Commission européenne sans la moindre espèce de base légale pour le faire. Donc il y a du travail qui prouve la grande actualité de cet ouvrage, même si la première version c'était il y a une quinzaine d'années. En attendant, ça n'a pas pris une ride, c'est toujours vrai et à maints égards c'est peut-être encore plus vrai. Donc je pense qu'un livre comme celui-ci peut contribuer à changer les choses. Je pense qu'il peut stimuler, attirer l'attention et contribuer à créer une volonté à la fois politique et citoyenne qui est absolument indispensable. Alors ça doit être fait dans les États membres, pas seulement dans les États membres francophones, pas seulement en France et en Belgique, en Fédération Wallonie-Bruxelles, mais je pense aussi plus largement, j'espère donc que d'autres traductions de cet ouvrage dans des langues autres que le français contribueront à faire passer le message. Parce qu'effectivement, je pense qu'il nous faut une relégitimisation pardonnez-moi, des langues, de la diversité des langues, et c'est dans l'intérêt de tous, y compris dans l'intérêt des États membres, dont certains représentants croient qu'il est préférable de passer à l'anglais, mais ils ne se rendent pas compte qu'en dernière analyse, ils finissent par scier la branche sur laquelle eux aussi sont assis. Donc c'est dans l'intérêt de tous et aussi dans l'intérêt du projet européen. Merci. Merci beaucoup. Je vais donner la parole à M. Philipson, tout en regrettant de ne pas l'entendre, mais il va être enregistré. Donc j'aurai l'occasion de pouvoir regarder la vidéo. Et encore merci pour votre ouvrage et pour votre venue. Je suis très reconnaissant à M. Barriola pour avoir entrepris ce grand projet. Je suis très reconnaissant aux 3 personnes qui ont fait le grand travail de traduire un livre assez grand. Et également mon ami François Grin, je suis très content qu'il a accepté d'écrire une préface au livre. Je n'utilise pas le français de tous les jours, et étant donné que je suis professeur et qui est souvent qui a besoin de l'appui visuel quand on parle, que j'ai préparé un PowerPoint que j'ai peut-être qu'est-ce que c'est? Est-ce que j'ai... Non. Oui, justement. Ok. Oupsie. Ah. Voilà. Le côté technique fonctionne parfaitement. Merci. Donc je vais prendre le mot conférence débat au sérieux et parler pendant peut-être une demi-heure pour essayer de vous donner une idée de ce qu'il y a dans le livre. Mes buts étaient de faire comprendre comment fonctionne
la complexité des politiques linguistiques au niveau national et supranational. Décrire l'expérience de l'aménagement des langues dans quelques pays, surtout le Canada, l'Australie, l'Afrique du Sud, et dans les institutions de l'Union européenne, Commission, Parlement, Conseil des ministres, etc. Et en plus d'éclairer les principes clés pour promouvoir la justice linguistique et pour faire des propositions pour assurer un avenir pour toutes les langues en Europe. Click to add meeting notes. Non? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Oui. Une petite proportion personnelle, parce qu'il y a une certaine ironie dans le fait qu'après 3 ans en Algérie et 3 ans en Yougoslavie, employé par l'État britannique comme, si vous voulez, diplomate culturel, impérialiste linguistique. J'avais une poste à Londres uniquement parce que la Grande-Bretagne était devenue pays membre de l'Union européenne. C'était en 1973. Et j'ai passé une semaine à Paris pour essayer de dégager ce qui se passait dans l'enseignement de l'anglais en France. Une semaine à Paris en 1973. Et maintenant, après 40 ans, comme professeur aux universités danoises, pendant lesquelles j'ai étudié l'impérialisme linguistique et les droits linguistiques, je me retrouve à Paris au moment justement où la Grande-Bretagne, mon pays d'origine, quitte l'Union européenne. Les 6 chapitres du livre s'occupent des risques d'une politique linguistique du laisser-faire. Ensuite, un chapitre historique, les langues européennes, les familles, nations, empires, États. Et puis, les tendances mondiales qui influencent la politique linguistique européenne, surtout dans le domaine des commerces, sciences, culture et les politiques pour l'enseignement à l'école et aux universités. Un chapitre qui décrit les langues dans les institutions européennes, et puis un chapitre où il y a plusieurs idées pour faire la communication plus équitable. Nous avons juste entendu que ça ne passe pas comme ça, souvent, dans les institutions de l'Union européenne, et puis en plus, en partie également en France, où on utilise l'anglais sans qu'il y ait besoin de le faire. Le chapitre final a des propositions d'action pour les politiques linguistiques et recommandations sur l'infrastructure pour les politiques au niveau national et supranational, des idées pour améliorer les organisations de l'Union européenne, les politiques linguistiques, et une partie sur l'enseignement, et puis idées pour les recherches. La justification pour un livre si substantiel, beaucoup plus grand en français qu'en anglais, mais c'est parce que c'est plus facile de lire le français. Il n'y a pas trop sur la page, c'est bien. La mosaïque des langues en Europe est si riche et si compliquée que ça exige une introduction historique à ces langues pour arriver à une compréhension de la diversité linguistique dans les pays membres et dans les institutions et activités de l'Union européenne. Comment fonctionnent les 24 langues officielles? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour lutter contre le tout anglais, l'impérialisme de l'anglais? Il faut se rappeler que ce n'est pas la langue anglaise qui cause l'expansion ou la contraction de cette langue, c'est les personnes qui choisissent, utilisent cette langue, soit comme langue maternelle, soit comme langue étrangère, et les politiques ouvertes et secrètes, ce qui aide les processus de laisser-faire, de l'aménagement des langues dans les institutions et les actions de l'Union européenne et des pays membres. La complexité de ce que nous devons traiter, c'est qu'il y a des traités, surtout au moment actuel de Lisbonne. L'acquis communautaire, ici Euro Law, ça s'appelle en anglais,
de 106 000 pages que tous les pays membres doivent respecter dans leur fonctionnement, implémentation de ce qui a été décidé à Bruxelles. La Commission, comme vous le savez, a l'unique droit d'initiative pour le contenu, la complexité de prendre des décisions. Je vais citer une journaliste française, Anne-Cécile Robert, qui a un article dans Le Monde diplomatique dont vous avez le titre devant vous. Et je vais lire ce qu'elle a écrit. Le petit psychodrame qui entourait la directive congé maternité. C'était là où on devrait imposer une obligation de prendre autant de mois pour le père que la mère. Et c'est une décision qui a pris une dizaine d'années avant d'arriver à une conclusion. C'est ce psychodrame qui a entouré la directive congé maternité ne serait-il que l'arbre qui cache l'immense forêt du consensus où sont installées les institutions européennes. Au-delà des luttes de pouvoir entre les institutions, la logique de la discussion permanente favorise en effet le conformisme, dépolitise les dossiers et brouille les responsabilités. Chacun, Conseil, Commission, Parlement, pouvant rejeter sur l'autre la médiocrité du résultat final. Et elle conduit également à une fédéralisation techno-juridique rampante qui accorde aux experts présents à tous les stades du processus législatif un pouvoir échappant au contrôle démocratique. C'est une explication de la complexité et en plus de l'impénétrabilité de ce qui se passe dans les institutions européennes, qui est assez choquant. On parle beaucoup du déficit démocratique de l'Union, surtout de la Commission, et ce sont les représentants permanents, donc Coreper, qui jouent un rôle extrêmement important pour arriver à des conclusions. Mais dans ce théâtre d'ombre, chacun peut avancer masqué. Il y a des problèmes de fonctionnement. Elle a écrit un autre article plus précisément sur le fonctionnement de cette partie de l'institution de Coreper. Là, vous avez le président de la réunion ouverte de l'ensemble des membres français du Parlement européen en 2003 pour débattre un rapport sur la diversité linguistique au sein de l'Union européenne. C'est un sujet qui peut être qualifié d'explosif en Europe. C'est pour ça que même si on fait des études sur énormément de sujets avec des experts, on n'a jamais fait la même chose pour l'aménagement des langues dans les institutions européennes. Il n'y a jamais eu quelque chose de pareil. Un Allemand qui dit presque la même chose. La question des langues est le thème le plus émotionnel de l'Union européenne. Les organisations non gouvernementales en Allemagne, surtout en Allemagne et en France, ont écrit une lettre au président de la Convention européenne sur l'avenir de l'Europe qu'a présidé Valéry Giscard d'Estaing en 2002 et 2003, où c'est la population, c'est les intéressés qui ont écrit qu'un domaine fondamental de la culture et de l'identité des peuples a été passé sous silence par les autorités politiques, celui des langues. Ce terrain abandonné a été investi par les commissaires et les fonctionnaires de la Commission ou des autres institutions pour imposer un choix linguistique sans souci de l'avis des citoyens et de leurs représentants. C'est précisément ça que Mme Linnemann en a parlé. Ce choix se porte d'une manière évidente sur l'anglais, langue unique de l'Europe. Déjà, il y a une vingtaine d'années, il y avait beaucoup de monde qui n'acceptait pas ce qui se passait avec
l'hégémonie de l'anglais. Je vais citer la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dans l'article 22, où on a écrit que l'Union respecte la diversité culturelle, religieuse et linguistique. En anglais, on a écrit « The Union shall respect cultural, religious and linguistic diversity ». Il y a des gens qui ont fait beaucoup de traductions ces derniers mois dans la salle ici. Je ne sais pas si c'est un bon exemple d'une mauvaise traduction. C'est peut-être difficile d'avoir le même but, mais ce n'est pas très clair en anglais. Shall respect, est-ce que c'est à l'avenir ou est-ce que c'est une obligation? C'est un bon exemple du manque de clarté dans des textes fondamentaux. Je vais citer également un conseiller à Jacques Toubon, ministre qui était, comme vous savez, le ministre de la Culture et de la Francophonie, à un moment donné, plus tard, le ministre de la Justice. Ce conseiller a tenu une conférence aux États-Unis, et c'est pour ça que je le cite en anglais, parce que ça a été rapporté en anglais dans un livre après un débat de plusieurs jours. Et il paraît que Marek a dit que dans le champ des droits linguistiques, comme dans tous les autres domaines des droits de la personne, des droits humains, les droits de l'homme, comme on dit, il n'y a pas de droit, et seulement c'est une question de politique. C'est uniquement cynique de la façon d'admettre que même qu'on a des principes, surtout même au niveau des droits universels, des droits de la personne, qu'il y a des forces politiques qui veulent faire comme ça leur plaît, sans respecter ces droits. Mais c'est vrai que l'anglais est devenu l'éléphant dans le magasin de porcelaine européen. Mais on pourrait penser que les 4 langues, les 28 pays membres, ils ont les mêmes droits comme langue officielle et comme langue de travail. Comment peut-il y avoir un problème? Quand on regarde les langues de rédaction, de texte, quand on parle des réunions, comme Madame Liennemann vient de le dire, la langue qu'on utilise pour les réunions, il y a des problèmes. Il y a une hiérarchie des langues. Avant, le français était primus inter pares, et maintenant c'est l'anglais qui a pris la place du français avant. Et on peut voir ça dans les chiffres pour les langues de rédaction d'origine des documents. 1970, c'était 60% pour l'allemand, 40% pour l'allemand, et les chiffres pour le français baissent an après an jusqu'en 2017 un niveau de 2,58%. Et les chiffres de l'anglais qui n'étaient pas là en 1970 ont augmenté à travers les décennies, progressivement, 46, 62, etc., pour arriver au moment actuel à plus de 80%. Excusez-moi, vous pouvez poser la source, et c'est la Commission européenne, c'est l'ensemble de la c'est les textes pour produire une décision, une loi, ou quoi que ce soit, à la Commission, oui, à la Commission uniquement, oui, oui. Et j'ai ces chiffres de la Direction générale de traduction à la Commission. Qu'est-ce qu'on voit sur les sites de l'Internet? Par exemple, si on est chercheur à l'université, on a éprouvé qu'au moment actuel, il y a des plans pour un espace européen de la recherche. Et si vous regardez tout à fait en haut, ici c'est la page française de la toile.
Quand on clique pour espace européen, ce qui se produit, c'est tout à fait en anglais. Il n'y a rien d'autre que l'anglais, là, dans ce domaine. Il y a des offices dans tous les États membres. Et je reçois de Copenhague, tous les jours presque, des renseignements de ce qui se passe en Bruxelles ou à Strasbourg. Par exemple, le site de Danemark, on peut lire dansk 800 millioner euro til energiinfrastruktur. Or, quand vous voyez que le texte danois, c'est un peu comme l'anglais, 80% des mots sont les mêmes en anglais comme en français et en danois. Donc, ça se comprend. Et si vous cliquez pour dansk, il y a un texte, mais un seul texte, en anglais, en français, en allemand. Si vous vous intéressez pour ce qui se passe dans tous les pays, clique encore une fois, et il y a une liste des projets dans tous les États membres uniquement en anglais. C'est de cette façon qu'on oriente le grand public dans les États membres. Et je suis tout à fait d'accord avec Madame Linnemann quand elle dit que c'est un grand problème si on ne respecte pas l'utilisation de tous les États membres. Et que ça est une partie de l'explication pour le peu d'intérêt pour les questions au niveau européen. Est-ce que vous avez entendu parler du processus de Bologna qui doit intégrer les universités à travers pas seulement l'Union européenne, mais le Grand Europe? Il y a 48 pays qui sont membres et l'idée c'est qu'on va essayer d'augmenter avec les liens avec l'Afrique, l'Australie et tous les pays du monde. Une intégration, un seul marché de l'enseignement supérieur. Quant aux questions de politique linguistique, il y a eu des réunions des ministres de l'enseignement et des recherches tous les 2 ans, depuis une vingtaine d'années, et jamais sur l'ordre du jour des rencontres ministérielles et chefs de l'université, la question des politiques de langue était sur l'ordre du jour. Ah, mais c'est vraiment choquant, parce que ça fait que l'idée de faire des maîtrises ou des doctorats dans les 2 langues, ce qui se fait quelquefois, quelque part, ça n'a jamais été renforcé par l'acte de la Commission. C'est une option négligée pour la stratégie de Bologna. Et actuellement, European Higher Education Area, il y a de tout en anglais. Rien du tout dans les autres langues. Et c'est vrai qu'il y a une concurrence mondiale entre les universités pour attraper plus d'étudiants internationaux. Il y a une commodification du savoir. Les publications deviennent de plus en plus en anglais seulement. Si vous voulez toucher une allocation financière dans la direction générale de recherche et l'innovation, ils disent qu'on peut écrire dans n'importe laquelle des langues des États membres, mais on vous encourage d'ajouter une traduction en anglais. Donc on dit indirectement, on suit les lois, mais si vous n'écrivez pas en anglais, vous n'avez pas de chance. Et ça fait qu'il y a vraiment un biais en faveur de l'anglais. Par exemple, si des chercheurs travaillent dans une dizaine de pays avec une langue romanche, langue français, italien, catalan, quoi que ce soit, vous devez faire votre demande d'offre en anglais. Et je connais bien le système parce que j'ai participé comme expert dans cette direction générale plusieurs fois pour choisir les projets et pour évaluer les projets.
Tout se passe en anglais. Et ça a amené un ancien ministre de l'enseignement dans une partie de l'Allemagne, Sachsen, qui est convaincu que contrairement à la formulation affirmée dans la déclaration de Bologne, où on doit respecter les langues nationales dans l'enseignement supérieur et dans la recherche, la réforme de l'enseignement supérieur sert l'objectif de remplacer la diversité linguistique et culturelle par un monopole linguistique d'anglais. Ça pose des problèmes pour tous les États membres. Là, vous avez une remarque de la délégation à la langue française et aux langues de France. Le français tend à devenir une langue de traduction et non plus de conception. C'est-à-dire, quand on écrit en anglais, on pense anglais. Ça, c'est le tout anglais. Et Macron, le président, l'année dernière, dans son discours pour la journée de francophonie, a dit explicitement que le français est en retraite comme langue étrangère à l'école. C'est bien le cas dans les pays scandinaves, et comme langue internationale, et dans les actions de l'Union européenne qui favorisent l'anglais, dans les recherches, les finances, les communications à l'extérieur de l'Union européenne, et sur la toile de la Commission européenne. Et je vous ai donné des exemples. C'est une question de pouvoir, naturellement. Vous avez celui qui a gagné le concours de l'Académie de Paris. Quelle était la langue la plus importante en 1784? Préval a gagné. Ce qui n'a pas clair, ce n'est pas français. C'est les autres langues européennes. Dans la période de décolonisation, là on parle français, on achète français. C'était important dans les anciennes colonies de retenir la place des langues colonisantes. La politique du gouvernement français depuis 1994, ce qui n'est pas clair, c'est l'anglais international. Et il y en a beaucoup dans les institutions de l'Union européenne. Les traducteurs, s'ils reçoivent un texte en anglais écrit qui n'est pas clair, ils doivent revenir à la personne qui a écrit ce texte avant de traduire dans les autres langues. Les Français en droit. Il y a peut-être dans certains de ces textes un trait commun qui était l'idéologie de la supériorité de la civilisation et la langue française qui existait quand moi j'ai étudié le français à l'université en Angleterre, et je crois qu'il y a des membres de l'Académie française qui ont toujours des difficultés d'admettre que toutes les langues ont une vitalité et les mêmes droits. Pourquoi l'anglais a augmenté? George Bernard Shaw a déjà, il y a un siècle, noté que ce qui s'est passé au cours de sa vie, et sa vie a commencé en 1856, c'est l'américanisation du monde. Dans le livre de Michel Debré, Civilisation comme nous sommes devenus américains, livre de l'année dernière, il cite Simone Weil, où elle a écrit en 1943, il y va du destin de l'espèce humaine, car de même que l'hitlérisation de l'Europe préparait sans doute l'hitlérisation du globe terrestre, accomplie par les Allemands, soit par les imitateurs japonais, de même une américanisation de l'Europe préparerait sans doute une américanisation du globe terrestre. Le second mât est moindre que le premier, mais il vient immédiatement après. Dans les deux cas, l'humanité entière perdrait son passé. Comment est-ce que le pouvoir de l'anglais a été tellement activement augmenté? Jean Monnet a travaillé aux États-Unis pendant beaucoup d'années avant de rentrer en France en 1945. Il a eu beaucoup de contacts avec des
United States Establishment. Et il y a un livre qui analyse tout cela dans le livre que vous avez le titre sur l'écran là. Cela est dû au fait que les anglo-saxons en Amérique du Nord ont eu une idéologie qu'ils avaient un destin manifeste de globaliser la culture nord-américaine partout dans le monde. Président Harry Truman, juste après la Deuxième Guerre mondiale, "The whole world should adopt the American system. The American system can survive in America only if it becomes a world system." Je ne crois pas que j'ai besoin de vous traduire ça. Et au moment actuel, la Chine augmente son pouvoir de façon tout à fait pareille. Elle a le même but, la domination globale. Et dans le domaine des politiques de langue, les instituts Confucius Institutes, sont modelés après ce que les Américains et les Britanniques ont fait. Et en Grande-Bretagne, il y a toute une grande industrie de l'anglais comme langue mondiale. Obama a lancé un projet English for All. British Council et les services culturels à l'étranger, quand j'ai travaillé pour eux pendant les années 60 en Yougoslavie, en Algérie, toutes les dépenses étaient payées par le gouvernement britannique. Maintenant, le British Council peut gagner 90% de son énorme revenu à enseigner l'anglais, le testing pour arriver à l'université, TOEFL, IELTS, ce genre de choses, et de consultation avec les ministères de l'éducation partout dans le monde. Il y a une augmentation de English Medium Education à l'école, c'est-à-dire on enseigne toutes les matières en anglais, très répandu au Moyen-Orient, en Malaisie, en Chine même. Aidé par l'essai de privatiser l'école nationale, surtout par exemple en Nigeria et au Kenya et d'anciennes colonies. Les maisons d'édition anglo-américaines, ils vendent dans une centaine de pays. Il y a une prolifération de international schools. Il y a des chiffres énormes. Il y a plus de 500 de ces écoles où tout est en anglais, en Chine, et le même taux aux Émirats. Le baccalauréat international est dirigé par des Américains. Il y a l'exportation d'universités anglo-saxonnes dans beaucoup de pays. Il y a toute une industrie de services professionnels, les business schools, les banques, les 4 grandes comptables, Deloitte, PricewaterhouseCoopers, KPMG, Ernst & Young, ils sont actifs partout dans le monde. Ils dominent et participent avec des management consultancies. Il y a tout ceci qui explique la globalisation de l'anglais. De Gaulle a essayé de résister cela et empêcher la Grande-Bretagne d'être membre de l'Union. Pompidou a changé tout ça. Et c'est possible que les autres présidents français n'ont pas essayé de résister à l'augmentation de l'anglais. Même si on parle de perfide Albion, pendant des siècles, il y a entre mon pays, la Grande-Bretagne et la France, une amour-haine à travers 1000 ans de guerre et une conférence permanente. Napoléon a dit que l'Angleterre était une nation de boutiquiers et à mon avis, Brexit est en train de vider les boutiques.
le Brexit comme autodestruction nationale sous le poids d'illusions post-impériales et de l'anglosphère. C'est tragique ce qui se passe en Grande-Bretagne à ce moment. On ne comprend pas pourquoi et comment il y a des personnalités politiques tellement incompétentes. À mon avis, avec le Brexit, on pose la question si le rôle de l'anglais va changer. On ne sait pas, mais à mon avis, c'est très peu probable. On pourrait discuter ça si vous voulez, quand j'ai terminé de parler. Il y a Macron a dit des choses assez bizarres l'année dernière. Je vais parler. Du côté scientifique, c'est quand même des choses assez bizarres qu'il a dit. J'espère qu'il a des meilleurs conseillers cette année. J'ai parlé de ça déjà, mais ce qui est intéressant, c'est que la médiatrice européenne a lancé une consultation publique sur le multilinguisme au sein des institutions de l'Union européenne. Il y a une demi-année, et les résultats sont arrivés il y a une semaine à peu près. Il y avait une vingtaine de questions posées pour les gens pour répondre sur ce que vous pouvez voir sur l'écran. C'était surtout la question du fonctionnement des 24 langues et s'il y avait des problèmes ou non. Et en plus, la nécessité d'une nouvelle législation pour changer ce qu'on fait. Est-ce que c'est une question de prix, de coût? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer les choses grâce aux tractions automatiques? C'est ça les grands chiffres. Il y a ici un résumé des réponses, mais vous pouvez trouver ça sur l'Internet dans les 24 langues. Mais par exemple, si on regarde les derniers 3 points, les résumés, numéro 5, les résumés sur les questions cruciales publiées dans toutes les nombreuses langues, habituellement perçues comme un compromis acceptable, lorsqu'un multilinguisme absolu est considéré comme possible. C'est très difficile de savoir comment on peut interpréter ceci. Il y a besoin de compromis, mais quand même, si ce sont des questions cruciales, on devrait fonctionner beaucoup plus avec le multilinguisme total. Et numéro 6, les consultations publiques devraient, à vue de leur nature et en règle générale, être disponibles en autant de langues officielles que possible. Et la même chose pour la toile. Ça devrait fonctionner avec les 24 langues. Les présidences, le pays qui a la présidence pour une période de 6 mois devrait avoir sur le site de toile le tout dans les 24 langues, si on veut orienter une plus grande partie de gens. J'ai écrit à la médiatrice pour demander si elle avait des recommandations. Parce que le résumé, ce sont les réponses du grand public. Elle a répondu, elle a une position peut-être un peu plus bas dans l'hiérarchie chez la médiatrice, qu'on n'a pas de plan. Et ça c'est décevant pour être poli. Parce qu'il y a eu cette consultation, on pourrait croire qu'elle pourrait, comme médiatrice, il y a des problèmes. On devrait assurer beaucoup plus de participation pour une plus grande partie du grand public à plusieurs niveaux.
Mais il paraît qu'il n'y a pas de plan. Encore un exemple, je vais terminer rapidement. On a demandé, est-ce qu'il y a besoin d'une seule lingua franca dans les activités de l'Union européenne? Ce qui est frappant, que quand on a le texte avec les réponses à cette consultation, on lit en danois it afti ene fler, un seul de plusieurs arbeidsspråk, working languages. En anglais, one of the working languages. Tandis qu'en français, il y a la langue de travail actuelle. Il y a une discrépance très sensible et très importante dans ce que la médiatrice elle-même a fait ici. Et ça montre combien c'est difficile de fonctionner toujours sans faute. J'aimerais mentionner que dans les pays nordiques, c'est-à-dire les 4 pays scandinaves et la Finlande, ce sont les pays nordiques, il y a beaucoup de discussions depuis une vingtaine d'années sur la question de si l'anglais menace la langue nationale ou non. Et il y a beaucoup d'analyses, non pas seulement des chercheurs, mais avec les personnes, les politiciens, beaucoup de monde. Et il y a une déclaration des 5 pays sur la politique des langues, où il montre que dans les 5 pays, on a comme but d'assurer la vitalité des langues nationales et un équilibre entre celles-ci et l'anglais. C'est-à-dire que l'anglais ne doit pas être dominant dans n'importe quel domaine. Chaque université doit formuler une politique pour les langues. C'est-à-dire, si on utilise à une université en partie l'anglais et puis la langue nationale, il faut qu'il y ait une politique qui montre ce qu'on doit faire pour garantir la balance entre la langue nationale et une langue internationale. Troisième, on doit éduquer le grand public sur les droits linguistiques et les complexités des questions linguistiques. Il y a un travail pour rendre les questions de politique linguistique plus qualifiées et plus intéressantes pour beaucoup de monde. Et malheureusement, pour le français, la langue n'existe presque pas dans les réflexions des pays nordiques. L'intérêt pour le français a baissé beaucoup ces dernières années. Je ne vais pas aller en détail avec les critères pour les politiques linguistiques, mais vous voyez ici qu'en Australie, on avait les 4 « et dans mon livre, j'ai ajouté une 5e européanisation. Les principes en Afrique du Sud, très important, les politiques linguistiques font partie d'une politique sociale générale, promouvoir l'unité nationale, consolider la démocratie et ce genre, et favoriser le multilinguisme. Et ça fait que ce qu'on veut faire dans les pays scandinaves, le devoir de toutes les personnes dans le pays, c'est d'apprendre une langue qui unifie tout le pays. C'est-à-dire langue régionale, langue minoritaire, langue des immigrants ou réfugiés, tout le monde doit apprendre une langue qui unifie. Une langue d'envergure internationale, comme l'anglais, l'espagnol, le français, oui, c'est là. Et en plus, on doit pouvoir maintenir et développer la langue maternelle, soit langue régionale, soit langue d'immigration. Dans mon livre,
les scénarios les pires, ce sont le laisser-faire au niveau national et supranational, l'anglais comme seule langue de travail aux institutions, l'apprentissage des langues vivantes ne change pas. Il y a beaucoup de réflexion et il y a beaucoup d'expérimentation avec l'apprentissage des langues dans plusieurs pays. Négligence des langues de minorité continue, ce qui empêche une intégration saine, surtout des immigrants. Ou bien les jeunes gens d'origine immigrante, mais qui peut-être sont nés dans le pays. On prend des décisions ignorantes au niveau politique et de la fonction publique. Et les Britanniques et Irlandais se marginalisent davantage. Et cela a été écrit avant le Brexit. Les scénarios les meilleurs, à mon avis, sont le respect des droits linguistiques, mènent à des identités harmonieuses et complémentaires au niveau national et supranational. Il y a une infrastructure compétente qui guide les décisions au niveau national et supranational. Dans les affaires, sciences, culture, médias, éducation, Internet, les investissements en l'anglais sont contrebalancés par l'équivalent dans d'autres langues. Également, c'est une question de balance. Il y a une large gamme de langues à l'école, pas seulement l'anglais comme seule langue étrangère, mais d'autres langues. Et on travaille avec beaucoup d'enseignements bilingues. Tout le monde peut devenir bilingue avec l'aide de l'école. Il y a beaucoup de pays où ça réussit. Il y a plusieurs modèles de communication dans plusieurs langues polyglottes et il y a une sensibilisation à la diversité culturelle et linguistique. Mais ça, c'est en cours, en bref, ce qu'il y a dans le livre. Je crois que ce serait pratique de terminer ici pour avoir des questions. Je vais commencer pour lancer le débat. Oui. Si j'ai bien compris votre propos, il n'y a pas aujourd'hui de plan. Il n'y a pas de plan de stratégie. Il n'y a pas de plan de stratégie en Europe sur la question des langues. Si j'ai bien compris votre propos, aujourd'hui, c'est une question qui n'est pas abordée, pas traitée. Non. Si vous pouvez me confirmer ce point-là. Deux petites questions. La première sur Erasmus, qui est un des très grands programmes européens. J'ai l'impression que l'objectif premier d'Erasmus, c'est quand même d'apprendre l'anglais. Donc ça conforte encore l'idée qu'un jeune qui s'inscrit à un programme Erasmus a dans l'idée d'abord d'apprendre l'anglais et aussi accessoirement de comprendre une culture européenne autre. Mais l'apprentissage de l'anglais est la motivation principale. Est-ce que vous avez des éléments sur Erasmus? Et puis ensuite, quelles sont vos propositions? Quelles seraient vos 2 ou 3 propositions immédiates pour stopper cette lente voie vers l'anglais et restaurer un plurilinguisme ou politique polyglotte, comme vous l'avez dit dans votre dernier slide? La première partie, il n'y a pas de coordination au niveau européen des politiques linguistiques. Non, il n'y en a pas. Et malheureusement, le Conseil de l'Europe, the Council of Europe, a fait beaucoup d'activités dans ce domaine, mais c'est terminé au moment actuel. Et il y avait beaucoup de projets et il y avait de l'expertise au niveau du Conseil de l'Europe qui est réduit uniquement à l'institution à Graz qui s'occupe de l'enseignement des langues au niveau de l'école. Donc ce qui se passe dans les écoles. Uniquement, pas les autres dimensions de la linguistique, de la politique des langues. L'autre question
des actions Erasmus plus Lingua et les autres, on pourrait exiger que le financement prend a plus de principe, que s'il y a une vingtaine de projets qui rend l'apprentissage de l'anglais, l'utilisation de l'anglais sera augmentée à travers ces projets, on pourrait exiger qu'il y avait la même quantité de projets pour les autres langues, pour l'allemand, pour l'italien. On pourrait au début utiliser les grandes langues qui sont probablement, où on peut les étudier à l'école avant le niveau universitaire. Mais on pourrait essayer de faire cela de la même façon que le processus de Bologne aurait dû assurer que la diversité des langues nationales serait renforcée par les actions du processus de Bologne, et également l'espace de recherche européenne. C'est le laisser-faire au moment actuel à la place d'un projet qui pourrait soutenir plusieurs langues. Ça manque totalement. Donc c'est les responsables à la Commission qui ne font rien dans ce domaine. Et en principe, le Parlement, si j'ai bien compris, le Parlement européen a beaucoup de résolutions pour soutenir la diversité linguistique, mais pas dans ce domaine. S'ils pourraient avoir une initiative au niveau parlementaire, je ne sais pas, mais ce serait intéressant de savoir si ça peut se faire, pour qu'il y ait un poids contraire à celui qui, au moment actuel, soutient l'augmentation de l'anglais partout. Oui, merci. Oui, certes, la bataille est... Il y a quelqu'un avec le micro. Excusez. Après, on vous donnera le micro après. Merci. Oui, la bataille est... Un peu plus près de la microphone. Du micro, d'accord. Oui. Oui, je crois que la bataille est culturelle, elle est dans les têtes, et c'est sûr que la population française, comme beaucoup d'autres peuples européens, est loin de l'avoir intégrée et gagnée. Il n'y a qu'à voir la façon dont, spontanément, la société française abandonne, contrairement par exemple à nos cousins québécois, abandonne la pratique de sa langue et introduit la langue anglaise, non pas comme on introduit des épices dans la cuisine pour mettre un peu de sel, ça peut être aussi de l'espagnol, de l'arabe, de l'italien ou du latin, mais inonde en fait sa propre langue et finit par la mixer complètement avec la lingua franca mondiale dont il faut reconnaître la puissance. Mais le paradoxe quand on parle de l'Europe, c'est que on va, si le Brexit se confirme, avoir une langue que vous décrivez comme hégémonique, non plus simplement dominante ou pratique, mais hégémonique, alors que aucun des pays membres de l'Union européenne n'a fait de cette langue sa langue officielle. C'est-à-dire que entre les grands pays que sont l'Allemagne dans l'ordre démographique, l'Allemagne, la France, l'Espagne, l'Italie, la Pologne, aucun de ces pays-là n'a l'anglais comme langue, ce que vous appelez les grandes langues, c'est-à-dire la langue des pays les plus peuplés. Aucun, si la Grande-Bretagne s'en va. Il ne resterait comme langue pouvant réintroduire l'anglais que la langue considérée en Irlande, dans la République d'Irlande, comme langue auxiliaire, constitutionnellement, l'anglais, mais la langue officielle de la République d'Irlande, c'est l'irlandais, ou le gaélique. Bon, donc c'est quand même invraisemblable d'un point de vue symbolique et juridique que cet ensemble de 27 pays
adopte comme sa propre langue la langue en fait des États-Unis d'Amérique. Hein, c'est bon. Donc je pense qu'il y a peut-être là une opportunité, bon, avec les limites que ça aurait évidemment dans la pratique, mais de même que la France défend par les traités et par l'esprit de résistance, une certaine France, hein, visiblement Macron n'est pas avec nous sur cette question, le siège de Strasbourg, ville de langue germanique, comme le siège, et française, le siège du Parlement européen, et que ça déplaît par exemple à la CDU allemande, de même il faudra à un moment donné qu'il y ait de la résistance symbolique, politique, juridique, pour dire non, l'anglais n'a pas vocation à être la langue dominante dans les institutions européennes, parce qu'elle n'est la langue d'aucun des pays membres de l'Union européenne. Voilà. Donc je pense que là, il y a peut-être une opportunité. Et plus finement, il faudrait, à mon avis, et j'en termine par là, proposer aux pays qui s'inquiètent, comme les pays nordiques, vous l'avez très bien décrit, de la disparition ou de l'appauvrissement de leur propre langue, un espèce de deal, pour parler dans la langue hégémonique, un espèce d'accord politique selon lequel on défendrait chacune des langues européennes, mais en échange de l'usage pratique dans les institutions européennes et peut-être aussi dans les grands médias comme Arte, etc., enfin les œuvres communes de l'Europe, un certain nombre de langues à vocation internationale que vous avez très bien citées, c'est-à-dire l'allemand, le français et l'espagnol, auquel on peut peut-être ajouter l'italien. Voilà, donc je pense qu'il y a sûrement une offensive politique à mener avec tous les moyens du droit et de la mobilisation culturelle. Monsieur Lardon. Merci. Et vous avez insisté sur un mystère que j'ai déjà rencontré, je vais de temps en temps à Bruxelles aussi. Il y a tous les textes que l'on veut, même des textes européens, des enquêtes, les rapports, les textes que vous avez cités. Donc, en principe, tout le monde est d'accord. À quel moment, dans le processus pratique de travail, ça se détraque? Je n'arrive pas à le comprendre. Je ne suis peut-être pas très clair. Tous les textes que vous nous avez cités, et bien d'autres, toutes les enquêtes montrent la nécessité, la demande du plurilinguisme, y compris des textes européens. Et ça ne marche pas, comme le disait M. Grain tout à l'heure, pour son propre rapport, ça n'a pas marché. À quel moment et pourquoi ça change, ça ne se fait pas? J'ai beau aller de temps en temps à Bruxelles, je ne le comprends pas. Je crois que pour répondre à cette question, il fallait demander aux personnes que Mme Willeman a mentionné, qui ont choisi d'utiliser l'anglais à la place de la langue française. Parce que d'un côté, il faut faire une distinction entre la fonction publique européenne, c'est-à-dire les gens qui travaillent à plein temps dans les institutions, en principe, doivent respecter les intéressés européens et pas le pays d'où ils sont originaires. Mais on peut exiger qu'à l'intérieur de la Commission ou au Parlement, que tout le monde qui travaille là, à plein temps, a la possibilité de travailler dans 3 langues. Et ça aiderait le français et l'allemand, probablement, et pas plus de ça. Vous avez l'occasion de grandes langues ou de petites langues. Le danois est étudiant dans une centaine de pays, en effet. Donc, la question de petit ou grand est relative de beaucoup de points de vue. Et en principe, toutes les langues ont les mêmes droits. Mais pour les réunions d'experts, ce genre de choses, par exemple, là où j'ai travaillé, dans le domaine des recherches, il y a des gens qui viennent des 28 pays qui doivent travailler comme experts en anglais, et pour beaucoup d'entre eux, ce n'est pas un moyen de communication effectif.
ils ont beaucoup de difficultés, soit en écrit, soit oralement, de s'exprimer. Et ça fait qu'il y a des besoins différents quand il s'agit d'interaction entre le système européen et les représentants des pays membres. Et là, ce serait important d'insister que les représentants de tous les pays membres ont le droit et ont la possibilité d'utiliser leur langue maternelle et avoir les textes dans les langues et l'interprétation dans toutes ces langues. Ça ne se fait pas au moment actuel. Et c'est là, surtout avec le Coreper, les représentants permanents des pays membres qui décident là où on a besoin de toutes les langues ou peu de langues. Il y a à plusieurs niveaux, il y a des processus de décision dans l'emploi des langues. Et je crois que des gens qui ont travaillé depuis beaucoup d'années à Bruxelles ont oublié comment c'est dans les pays maternels. Ils fonctionnent bien dans une langue étrangère et ils croient que tout le monde peut le faire, et ce n'est pas le cas. Il y a des problèmes. C'est pour ça que j'ai écrit un livre qui est assez grand, plus de 350 pages, parce qu'il y a des problèmes complexes à l'intérieur du fonctionnement du système européen. Il y a des problèmes à tous les niveaux, et on devrait essayer de faire des études pour dégager là où on pourrait améliorer la chose. A cru que son rôle était d'être leader de l'Europe, que l'Angleterre avait autant d'influence que les Français et les Allemands. Mais ce qu'il a fait en Angleterre, c'est de réduire l'âge où on pourrait terminer l'étude d'une langue étrangère de 16 à 14 ans. Donc, il a fait tout pour faire comprendre que l'apprentissage de langue étrangère n'a pas d'importance en Angleterre. Mais il y a quand même beaucoup d'activités, surtout en Écosse, qui a un système d'enseignement séparé de l'Angleterre. Je crois que c'est la même chose. Il y a beaucoup de professeurs de français et d'espagnol, par exemple, au Danois, qui font un très bon travail. Mais les étudiants ne choisissent pas d'étudier les langues au niveau universitaire. Et c'est ça qui est le grand problème. Il faut rendre les sujets langue étrangère plus intéressants à des jeunes gens qui autrement sont tellement américanisés qu'il y en a peu qui choisissent une carrière dans la traduction, par exemple, ou comme enseignant. Bonsoir. On a beaucoup parlé de la force juridique de l'anglais, notamment, enfin voilà, de l'impact juridique qu'il a, de son omniprésence dans les lois européennes. Il y a quelque chose dans lequel l'anglais est omniprésent, c'est aussi le monde économique, que ce soit par l'omniprésence de l'anglais dans les publicités, dans l'affichage public, dans la langue de travail de beaucoup des élites économiques et financières. Ma question, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut lutter aussi pour, nous en France, un peu rendre plus français ça. Je sais qu'au Québec, il y a une loi qui oblige dans les publicités à ce que l'anglais, non seulement la traduction, mais aussi à ce que l'anglais soit toujours plus petit que le français. Voilà, Après, je ne sais pas si c'est applicable en France, mais voilà, comment lutter contre cette anglicisation, pas forcément politique, mais aussi économique de la langue anglaise. Pour moi, l'important, ce n'est pas de penser entre cette langue ou l'autre langue. Il faut les deux. Et l'exemple de l'économie, je connais une analyse d'un journal, The Journal of Economics, qui a été publié en suédois
il y a une vingtaine d'années, et petit à petit, on a introduit plus de l'anglais, et nous, au moment actuel, c'est uniquement en anglais. Et j'ai vu des chiffres avec quelqu'un qui est quelque part dans la salle pour la même chose en France, dans le domaine des sciences naturelles. Ça, c'est grave parce que si le journal en Suède ou en France publie uniquement en anglais, il y aura les intérêts des Chinois, des Américains et tous les autres intérêts à la place des intérêts locaux, de ce qui est important dans l'économie nationale de chaque pays, qui devrait être là. Donc l'idéal pour les pays nordiques, c'est qu'on utilise les deux langues. Et au moment actuel, c'est surtout l'anglais et le suédois, le danois, le finnois, ce genre de choses. Finlande est un peu différent parce qu'il y a les deux langues nationales, suédois et finlandais, finnois. Mais c'est possible. Ce n'est pas impossible de faire qu'à la place d'avoir une promotion de niveau professoral uniquement parce qu'on publie en anglais, ça devrait être reconnu que si on publie en français et en anglais, on est mieux qualifié que les gens qui publient dans une seule langue. Il y a un article très intéressant des problèmes dans une université française écrit par deux personnes qui sont professeurs dans des business schools en Angleterre, mais on a fait une étude d'une institution française parce que ça cause beaucoup de problèmes. Si d'un jour à l'autre, on doit faire ces conférences dans l'anglais à la place de français. Et c'est pour ça que c'est très important que chaque institution, chaque université ou institution de recherche a une politique pour garder une balance entre la langue nationale et au mieux plusieurs langues internationales, pas seulement l'anglais. Ça pose beaucoup de problèmes si vous avez étudié l'Allemagne, l'Espagne pendant des années et tout à coup vous devez faire vos discours en anglais à la place de l'autre langue. C'est-à-dire au niveau national, ce serait excellent s'il y avait des institutions, c'est connu, qui travaillent avec plusieurs langues différentes. Ça serait dans l'intérêt national si ça se passe. Et je crois qu'également, il y a beaucoup de chercheurs qui disent qu'on est créatif dans la langue maternelle, mais la popularisation, la publication, ça peut se faire dans plusieurs langues. Et si c'est difficile d'écrire en français ou en allemand, en anglais, on devrait aider les gens de le faire parce que c'est nécessaire qu'il y ait le maintien de la productivité dans toutes les langues qui fonctionnent comme langue de recherche, par exemple. En Europe, c'est certain qu'il y a 24 langues où on produit de la recherche. Je ne sais pas pour le cas de maltais ou bien de gaélique. Il y a peut-être quelques thèses écrites en gaélique en Irlande, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui peuvent fonctionner en gaélique. Mais je peux vous donner un exemple du peuple qui, en langue coloniale, s'appelait les Laponais en Norvège. Il y a plus en Norvège qu'en Suède et en Finlande et en Russie. Pendant 2 siècles, l'Église, comme dans beaucoup de colonies, a promouvu la langue nationale. Il y avait un processus de norvégénisation. Maintenant, on a le same, il s'appelle same, du niveau préscolaire à travers toute la scolarisation et à l'université. Il y a une université qui fonctionne en norvégien et en same et en anglais. Et il y a une balance là. Et si la minorité veut utiliser sa langue pour d'autres fonctions que la langue nationale, ouais, pourquoi le faire? C'est la même chose qui s'est passé avec le gallois, qui est beaucoup plus utilisé maintenant
qu'il y a une vingtaine d'années. Mais la langue galloise est restée forte parce que c'était la langue de la Bible pendant 500 ans. Donc il y a beaucoup de facteurs qui influencent si une langue minorisée peut s'établir rapidement ou avec plus de temps. Mais l'exemple du Sami, et il y a beaucoup de livres maintenant sur la revitalisation des langues. Handbooks of Revitalization, où il y a beaucoup de succès histoire dans tous les continents. Philippe Loubière, je suis linguiste et traducteur de métier. Voilà, je crois qu'il faut que nous cessions de tourner autour du pot. Nous sommes dans une situation, vous avez parlé de l'anglais langue hégémonique, c'est tout simplement parce que nous sommes dans une situation de rapport de force. Et nous ne pouvons pas élaborer de stratégie sans prendre conscience de ce rapport de force. C'est une question d'ordre politique. Oui. Il est bien évident qu'il y a une stratégie, vous l'avez rappelé, du monde anglo-saxon, de la Grande-Bretagne autrefois, et des États-Unis, d'exercer une forme de domination sur le monde pour des raisons économiques, pour des raisons financières et pour des raisons également linguistiques, parce que la pensée qui s'exprime par la langue conditionne énormément de choses. La vision du monde anglo-saxon est telle qu'elle aspire à une domination, et cette domination passe aussi par la domination linguistique. L'Union européenne, que je ne confondrai pas avec l'Europe, bien entendu, l'Union européenne a une politique de normalisation des politiques des pays qui la composent. Cette normalisation aussi est linguistique. Il ne faut donc pas s'étonner que l'hégémonie de l'anglais arrive à s'imposer de cette façon. Donc si nous voulons changer quelque chose, il faut que nous prenions conscience de cela. Et il est bien évident que tous les dysfonctionnements entre les prétentions à la diversité de l'Union européenne et la pratique, il faut bien comprendre que ce n'est pas seulement parce que la Commission est hégémonique, mais c'est parce que l'oligarchie nationale en France, en Italie, en Allemagne est complice de cette oligarchie européenne pour ne pas faire respecter la lettre des traités. Mais cette lettre des traités, nous savons très bien que c'est pour sacrifier aux apparences, que rien dans les traités sur le fond n'est vraiment destiné à s'appliquer. L'objectif de l'Union européenne, c'est une normalisation. Si nous ne voulons pas que cette normalisation aille jusqu'à son terme, il faut que nous posions la question en termes politiques et nous dégager de nos oligarchies nationales, en fait, qui collaborent avec un cas, qui collaborent avec cette politique d'arrasement des langues nationales. Je crois qu'il faut que nous prenions conscience de cela. Sans cela, nous n'y arriverons pas. Voilà, je vous remercie. Oui. Je suis tout à fait d'accord. C'est une question de volonté politique. Oui, exactement. Mais par exemple, le projet que François Grain a mentionné au début s'appelle MIME, Multilingualism and Integration, et fait beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'analyses excellentes. Et il y a un vade-mecum qui doit guider la formation de politique à plusieurs niveaux, y compris au niveau supranational. Mais le livre, comme il l'a dit, existe uniquement en anglais, parce que la Commission n'a pas voulu régler les frais de traduction. Mais quelqu'un devrait le faire. Et je crois que l'important ici, c'est que quand on lutte pour le rôle du français, je suis tout à fait d'accord, mais il y a la question démocratique. Il faut lutter pour toutes les langues. Pardon. Mais la démocratie s'arrête au pied des traités européens, vous savez bien. Oui. Oui. Bonsoir, je suis une de ces personnes qui travaillent avec des collègues français en anglais. C'est une petite histoire. En fait, j'ai quelques petites questions. D'abord, pour moi, la question linguistique, elle est un peu au carrefour de plusieurs domaines. L'économie, l'éducation, la construction européenne, la démocratie, la culture.
Donc, est-ce que c'est difficile de traiter cette question-là à cause de ce facteur multidomaine, si bien que pour évaluer une politique publique, il faudra avoir des spécialistes de plusieurs domaines? Est-ce que c'est quelque chose auquel vous êtes confronté quand vous faites des recherches sur ce domaine? Et sinon, est-ce que vous pensez qu'il faudrait, est-ce qu'il y a un domaine sur lequel il serait plus facile de chercher à lutter, donc par exemple sur le domaine économique en calculant les externalités du tout anglais, ou bien c'est plutôt sur la construction européenne, sur un aspect peut-être d'émotion sur lequel on peut lutter? Et troisième question, est-ce que vous pensez que l'introduction d'une langue qui ne serait pas poussée par un pays tel que l'espéranto pourrait changer un peu l'équation linguistique et peut-être éviter une sorte d'élitisme qu'on a avec l'anglais, et peut-être donc rééquilibrer le poids des langues et permettre une politique linguistique qui soit plus transparente et plus équilibrée? Je crois que la question des domaines d'activité a été très... On a beaucoup parlé de la perte de domaines, par exemple dans les sciences naturelles en Suède et au Danemark. Mais ce n'est pas ça qui se passe. Il y a un partage de domaines entre la langue nationale et une langue internationale. Et ce qui se passe si la terminologie pour, je sais pas, l'écologie ou la physique, quoi que ce soit, disparaît dans une langue nationale et l'utilisation de l'anglais l'a remplacé, c'est parce que les personnes ont fait ça. Et à mon avis, ce n'est pas très intéressant d'utiliser la terminologie de perte qu'on a fait dans les pays scandinaves. C'est plutôt une question de disposition qu'on a accepté ce qui s'est passé. Par exemple, en Amérique du Nord, la terre, la culture, la langue a été disposée, comme on dit en anglais, dispossession. Il y a un processus actif d'élimination de la culture et des langues nationales dans ce cas. Et je crois que les chercheurs doivent être plus conscients de ce qui se passe dans ce domaine, parce que ce n'est pas uniquement des forces extérieures qui s'imposent là. Ce sont des personnes à l'intérieur de ces pays qui ont choisi d'utiliser la langue extérieure et de négliger l'utilisation à l'intérieur du pays. Je crois que c'est intéressant quand je l'ai lu qu'il y avait un grand groupe de chercheurs il y a une dizaine d'années qui insistait sur l'utilisation des manuels français dans l'enseignement supérieur en France. À mon avis, ce n'est pas une question entre l'un ou l'autre. Ce qui s'est passé au niveau de l'université dans les pays scandinaves, c'est qu'on peut prendre des décisions centralisées et on utilise souvent un manuel américain parce que ce sont les meilleurs dans le domaine des sciences naturelles, et on utilise la langue nationale comme langue d'enseignement. C'est un apprentissage bilingue très intéressant et très effectif. On peut protéger les étudiants en disant que si vous voulez écrire soit la langue nationale, soit l'anglais, vous êtes libre de le faire. Mais c'est une question de ne pas penser either or, ça s'appelle en anglais, soit l'un, soit l'autre. Il faut une intégration pour que ça puisse se faire. Et ça se fait chez nous d'une façon décentralisée qui fonctionne très effectivement. Et cela fait qu'il y a très peu de chances que, par exemple, la terminologie dans les sciences naturelles n'existe plus dans les langues scandinaves, là où elle existe au moment actuel. Et il y a une augmentation grâce à l'anglais si on en même temps donne les mots nouveaux
dans la langue nationale, parce que si on sait que l'évolution des sciences dans chaque domaine a besoin de terminologie nouvelle, et ça, c'est surtout en Californie où on les utilise. Là, c'est important qu'on peut retenir le niveau parallèle dans la langue nationale. On parle beaucoup de langues parallèles dans nos pays. Oui, d'abord à gauche et puis après... Oui, voilà, Lucien Ressler. Donc en fait, c'est pas une question, mais c'est une proposition qui m'est venue suite à l'échange que l'on a depuis un peu plus d'une heure. Cette proposition, ce serait ce que j'appelle la taxe anglais. Un peu comme il y a une taxe carbone. Quand des entreprises polluent, elles doivent payer ce qu'on appelle une taxe carbone. Alors par exemple, quand une entreprise française ferait de la publicité aux Français mais en anglais, elle paierait une taxe anglais. Quand une entreprise polonaise ferait une publicité en anglais aux Polonais, elle paierait une taxe anglais, vous voyez. C'est une proposition peut-être qui pourrait se traduire par une proposition de loi. Non, payer une taxe anglais quand on parlerait anglais, quand on n'a pas besoin de parler anglais. Ça pourrait être très bien aussi, par exemple, pour l'égalité des droits, une taxe française quand on ferait une publicité en français en Lituanie pour un public lituanien, vous voyez, par exemple. Je crois qu'il y a eu une question qui a été posée par le monsieur au fond de la salle, je crois, monsieur Debanne. Je crois qu'on n'a pas répondu à toutes les questions. Oui. Pour la dernière question, c'était est-ce que vous pensez que l'introduction d'une langue neutre, telle que l'espéranto, pourrait changer les choses au niveau de la politique linguistique qu'on peut proposer? Est-ce que ça pourrait permettre d'éviter un élitisme qu'on a avec l'anglais, que les gens cherchent à parler parce qu'ils ont besoin de le pratiquer et ça les met en valeur, et peut-être qu'une langue plus facile éviterait ce phénomène et permettrait aussi de rééquilibrer les forces linguistiques, de redonner du poids à des langues minorisées aussi et à toutes les langues nationales. Si j'ai bien compris, c'est grâce aux Français et aux Belges qu'il y a des décisions de recommander l'apprentissage de au moins 2 langues étrangères à l'école. Dès le plus tôt âge, ça c'est assez compliqué. Oui. Mais on a, du côté recherche, on a souvent recommandé qu'il ne fallait pas commencer avec l'anglais. Parce que si vous commencez avec une autre langue, on peut toujours ajouter l'anglais plus facilement plus tard. Et c'est le même argument si il y a soit l'espéranto, soit l'éveil aux langues, où il y a beaucoup de travail en France avec l'éveil aux langues, à la place de l'apprentissage d'une langue spécifique. Et je crois que c'est un grand succès, et je sais bien qu'il y avait les partisans de ça. Il y avait des professeurs en France qui étaient sur le point de convaincre votre ministre de l'Enseignement qu'on devrait, au niveau national, avoir une année de l'éveil aux langues, où il y a sensibilisation à la diversité linguistique. Jacques Lang, je crois, était le ministre qui était sur le point de décider cela, mais il ne l'a pas fait par la suite. Il y a également des petites recherches avec l'espéranto, avec la même fonction, de montrer que tout le monde peut apprendre une langue avec succès et ensuite ajouter d'autres langues. Mais ce sont des recherches assez isolées pour autant que je sache. Et sur l'aspect géopolitique, donc l'anglais, l'aspect géopolitique, donc on a l'anglais qui est défendu par des puissances économiques, politiques. L'espéranto, lui, n'a pas de tels appuis.
n'est pas poussée. Est-ce que donc ça serait plus facile de faire de l'éveil aux langues si la lingua franca un petit peu était l'espéranto? Parce que là, tout le monde pousse pour l'anglais dès le plus jeune âge, donc les parents le demandent, et c'est ça qui empêche d'avoir cet éveil aux langues, d'avoir cette diversité, de la proposer dans les écoles, de proposer la diversité dans les écoles. C'est bien l'anglais qui est demandé par tout le monde. Oui, il faut éduquer les parents, parce que comme vous dites, l'espéranto n'a pas de pays, n'a pas d'économie qui pourrait donner plus de force pour pousser cette langue dans les... Mais ça se fait, il y a des départements à l'université en Pologne et aux Pays-Bas. L'espéranto existe dans des poches de chercheurs d'enseignement, mais c'est assez isolé. Tandis que, comme vous dites, le poids de l'anglais est énorme, partout. Oui, bonjour. Il y a une trentaine d'années, je me souviens qu'un haut fonctionnaire qui travaillait à Bruxelles, à la Commission européenne, disait que dans 30 ans, comme les 3 sièges européens sont en pays francophones, tout le monde toute l'Europe parlera français. Visiblement, ce n'est pas le chemin qui a été pris. Néanmoins, sur certains sous-ensembles de l'Union européenne, je pense à le groupe, la zone euro. Est-ce qu'on trouve les mêmes mécanismes que ce que vous soulignez au niveau de la Commission européenne, qui, elle, a seule le pouvoir d'initiative? Dans l'Eurogroupe, manifestement, c'est plus compliqué que ça, c'est-à-dire que ça n'est pas que M. Draghi qui a l'initiative de la règle, et d'autre part sur un surensemble de l'Union européenne, je pense donc au Conseil de l'Europe. Est-ce qu'on a cette même pratique, même règlement de l'initiative exclusive de l'exécutif par rapport aux parlementaires, au Parlement? Non, c'est pour ça que parmi mes recommandations, je dis que c'est important qu'il y ait des gens qui comprennent comment on pourrait faire de l'aménagement plutôt dirigé vers la diversité linguistique à la place de laisser faire. Mais à mon avis, la Commission européenne n'a pas des experts dans le multilinguisme, l'enseignement bilingue, les politiques des langues au niveau des chercheurs. Donc ce sont des amateurs, ce sont des gens qui prennent des décisions qui ne sont pas, ils n'ont pas des qualifications nécessaires. Et c'est malheureusement aussi le cas dans beaucoup de pays en Europe. Il y a des gens dans la fonction publique en Finlande, en Norvège et probablement en Catalogne qui ont beaucoup travaillé avec les questions de politique de langue, mais dans beaucoup de pays, si vous demandez dans quel ministère on s'occupe de la politique des langues, est-ce que c'est culture, affaires étrangères, économie ou n'importe où? Il n'y a pas une prise de conscience de ce qu'il fallait faire si on pourrait arriver à des problèmes, à des solutions qui sont mieux basées sur ce qu'on sait du côté des chercheurs, mais qui n'ont pas d'influence sur les décideurs politiques. Oui, bonsoir à tous. Donc, je suis Bernard Cornevin, un des traducteurs du livre. Je conseille à tous, il y a un assez grand nombre d'exemplaires ici. À la fin de la séance,
de se procurer le livre. Il est vraiment passionnant et surtout très riche d'informations. Permet à chacun de mieux comprendre ce problème des langues qui mine l'Europe, comme il a été dit tout à l'heure. En ce qui concerne, disons, les solutions, chacun travaille mieux dans sa langue, ça a déjà été dit par le professeur Philipson, et il faut effectivement en tirer les conséquences, à savoir, bon, le plurilinguisme, bien sûr, doit être développé, mais François Grain, qui nous a quittés parce qu'il avait un train à prendre, disait dans un de ses articles que à peu près 75% des Européens de l'Union européenne ne parlaient pas du tout ou mal l'anglais. Donc ça veut dire que les 3/4 de la population à peu près sont mal à l'aise avec cette domination de l'anglais. Alors que faire? D'une part, effectivement, peut-être développer ce plurilinguisme, mais aussi la traduction automatique. On nous dit par ailleurs qu'elle a fait beaucoup de progrès, mais néanmoins, y compris des instances européennes, au lieu de profiter de cet avantage de la traduction automatique, on nous met pratiquement tous les textes en anglais. Donc là, il y a une contradiction, à mon avis, qu'il faudrait soulever au niveau des instances de l'Union européenne. Et je voudrais parler aussi, ça a déjà été dit, un petit peu de l'espéranto. Le grand scientifique japonais Nitobe, qui a présidé et qui était secrétaire général adjoint de la Société des Nations en 1922, quand l'espéranto a été présenté comme langue auxiliaire internationale possible. Il faut savoir que 14 pays représentant à l'époque la moitié de la population mondiale avaient voté pour ce projet. Donc c'est effectivement quelque chose. Alors, le contexte géopolitique depuis cette époque n'a pas été favorable. L'essor des nationalismes dans l'entre-deux-guerres, l'hégémonie américaine d'un côté, soviétique de l'autre, dans toute cette période, l'espéranto a progressé, mais disons à une petite vitesse. Par contre, je pense qu'aujourd'hui, avec les techniques modernes, Internet, le téléphone portable, avec aussi l'intérêt de 94% de la population mondiale qui n'est pas anglophone de naissance, et maintenant, après le Brexit, si il se passe de 99% des Européens de l'Union européenne, donc il y a effectivement un vrai problème, et je pense que c'est aussi l'intérêt de la France, de l'Europe, de promouvoir l'espéranto, à côté bien sûr des autres langues. Je propose qu'on prenne une dernière intervention de la salle et puis qu'ensuite on s'arrête parce qu'on vient de me rappeler qu'il faudra que tout soit rangé, qu'on soit tous partis pour 20h et on souhaiterait, après cette fin de temps de questions-réponses, vous offrir de boire une petite boisson et de manger un petit bout de chips si vous voulez bien. Je rappelle que pour les livres qui sont ici, vous pouvez les prendre, en particulier si vous voulez les faire dédicacer à Robert Philipson. Ils seront en librairie au prix de 24 €. Donc si vous ne souhaitez pas avoir une dédicace, vous n'êtes pas obligé de les prendre. Vous pouvez les prendre chez votre libraire, ce sera plutôt un soutien à la librairie locale, ce qui sera très utile. Par contre, si vous voulez une dédicace, aujourd'hui, bien sûr, vous ne pouviez pas faire autrement que de venir et de le prendre ici. Merci Robert pour votre acceptation tacite de continuer à dédicacer. Donc la dernière intervention et puis après on s'arrêtera là. Oui, bonjour. Du coup, on m'a un petit peu piqué... Un petit peu plus fort s'il vous plaît. Pardon. On m'a un petit peu piqué ma question, mais je suis étudiant à l'école normale supérieure à côté et je suis venu avec Louis et Jachi. Et donc, oui, depuis quelques années, on a vraiment un regain d'intérêt dans les milieux universitaires, je pense, pour les langues auxiliaires comme l'espéranto. Et donc, vous parliez de petits groupes en Pologne ou par-ci, par-là. Mais même ici, juste à côté, dans les universités françaises,
On a des cours qui sont officiels, même on peut avoir des crédits européens pour ces cours d'espéranto. Et il y a aussi, donc parmi les jeunes, il y a eu une génération qui ne savait pas vraiment ce que c'était, mais maintenant avec YouTube, il y a beaucoup de YouTubeurs qui font des vidéos sur des sujets très variés, et donc les jeunes qu'on peut voir à différents salons souvent expliquent à leurs parents ce que sont ces langues construites. Donc dans la prochaine génération, enfin dans nos générations de jeunes chercheurs, il se peut que les choses bougent de ce point de vue-là. Merci, bonsoir. Donc je suis désolée de poser cette question en dernier, j'aurais voulu la présenter avant. Enfin, il ne s'agit pas d'une question, mais plutôt d'une sorte de mise en garde. On parle de l'enseignement universitaire de plus en plus en anglais et aussi des publications scientifiques qui sont obligatoirement en anglais, et ça devient parfaitement injuste parce que des étudiants francophones qui habitent en France, qui ont étudié en français jusque-là, se retrouvent confrontés à des cours en anglais alors que c'est pas la langue où ils sont à l'aise. Et pire, les professeurs d'université ne maîtrisent pas aussi bien l'anglais que leur propre langue, et donc on fait appel à des professeurs étrangers, et donc tout ça pour faire venir en France des étudiants qui ont appris l'anglais exprès pour aller étudier à l'étranger. Enfin, par rapport au local, on perd la signification de l'éducation au service d'un peuple, puisqu'on dénie aux étudiants le droit d'étudier dans leur langue. Je trouve ça très grave. Et puisque dans le domaine scientifique en plus, donc toutes les publications, ce n'est pas un hasard, sont en anglais, les principales revues scientifiques sont en anglais, donc toutes les publications doivent être en anglais pour que ces revues puissent publier ou non les choses intéressantes. Et il y a une mainmise sur le domaine scientifique, et si les meilleurs livres dans les différents domaines scientifiques sont les meilleurs en anglais, c'est surtout à cause de ça, c'est grâce à l'obligation de tout le monde de publier en anglais. Heureusement, les Japonais ont eu un sursaut de jugeote, et ils publient d'abord en japonais avant de publier en anglais. Mais ça serait un exemple à suivre. Merci beaucoup. Alors, moi, je vous propose qu'on s'en arrête là. Je voudrais juste rappeler à l'ensemble des participants ce soir que nous aurons une dédicace dans une librairie dans le 19e arrondissement demain, 11e, pardon, entre 16 et 18 heures. 13e, excusez-moi. On aura une conférence demain soir entre 19h30 et 21h30 au musée Mundolingua, et une dernière conférence au Maltais Rouge, qui est un bar-librairie, mercredi soir entre 18h30 et 20h30, je crois. Il y a quelques programmes complémentaires disponibles sur la table. Je voudrais vraiment vous inviter à les prendre et à les diffuser autour de vous si vous avez trouvé que la conférence de ce soir vous a apporté quelque chose. Enfin, je voudrais conclure en vous disant que Thierry Saladin, qui est présent ici ce soir, assurera une conférence sur l'Union européenne et les langues, mythes et réalités, samedi matin, 10h30.
à 10h30 à la médiathèque de Épinay-sur-Seine. Là aussi, vous avez un petit document, un petit papier sur la table. N'hésitez pas à le prendre si vous êtes intéressé et à inviter des gens à participer. Donc maintenant, nous vous proposons, d'abord nous vous remercions. Nous remercions bien sûr Robert Philipson de sa présence. Et je voudrais vous inviter à vous approcher pour prendre une boisson et pour manger quelque chose. Et pour celles et ceux qui souhaitent avoir une dédicace, merci de prendre un livre. Parce qu'ils sont tellement énergiques et ont organisé tellement de choses. C'est formidable. Oui.